dit. Donc, je reviens à l'exemple de la séance passée. Oui, Madame, oui. il y a un bruit, c'est pas un bruit. Il y a un bruit, c'est Un pas un bruit, donc il faut... Un bruit, donc il faut... oh, C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est réglé. d'accord? Oui. Donc je pense un micro de quelqu'un qui a été allumé. Éteignez vos micros. C'était le vôtre, madame. Ah bon? Non, je n'ai pas de bruit à mon niveau. Peut-être quelque chose de technique ou là. Oui, quand vous avez lancé l'enregistrement. Ah oui, 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 oui. D'accord. Alors, regardez. Bon, je reviens à l'exemple de la dernière fois en ce qui concerne les droits d'accès par rapport aux méthodes redéfinies dans l'héritage. D'accord? Donc, où je قلنا si nous avons une méthode publique dans la classe mère, il faut pas diminuer le droit d'accès dans les classes filles. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez par exemple une méthode par exemple affichée qui est publique dans la classe mère, il faut pas la rendre par exemple private dans la classe fille. Donc voici l'erreur que vous aurez. Donc regardez, j'ai une classe mère, j'ai une classe mère qui s'appelle personne. Alors j'ai une classe mère qui s'appelle personne. Donc dans cette classe mère, j'ai la méthode affichée, d'accord, qui est public. Donc j'ai un message à afficher. Maintenant, dans la classe employée, qui hérite de la classe personne, donc dans la classe employée qui hérite de la classe personne, j'ai modifié le droit d'accès de la méthode affichée, d'accord, de public vers private. Donc regardez, j'ai ici une erreur sur cette ligne 13. Donc ici Eclipse, il me demande de changer la visibilité de la méthode employée point affiché vers public. D'accord? Donc, il faut pas diminuer les droits d'accès d'une méthode qui se trouve dans la classe mère, d'accord? C'est-à-dire que j'ai une méthode dans la classe mère a un certain droit d'accès. Si je veux redéfinir cette méthode-là dans la classe fille, il faut pas diminuer les droits d'accès. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire, j'ai un ensemble, par exemple, qui est public, par exemple, je ne peux pas la rendre privée. Ça veut dire, je ne peux pas diminuer le nombre des objets qui peuvent accéder à cette méthode-là. Est-ce que c'est clair? Par contre, le contraire, dans le contraire, il n'y a pas d'erreur, mais j'ai un warning, d'accord? Parce que il y a des classes ou bien il y a des objets qui ne peuvent pas être accédés ou bien qui ne peuvent pas accéder à cette classe-là, mais pas d'erreur à la compilation. Est-ce que c'est clair en ce qui concerne ce point-là? De la Madame, semaine? Oui, madame, si on est dans la classe fille, on veut utiliser une méthode de la classe mère. On utilise super point. oui, super, Même avec les getters et les setters. pardon? Même avec les getters and setters. Euh, vous pouvez l'appeler par هي وقتاش دير super généralement كي يكون عندك deux versions de la même méthode, آه، d'accord, mais sinon vous pouvez يكون l'appeler عندي كيش من 13 من voilà est-ce que celle de la classe mère ou bien celle de la classe fille. Mais s'il s'agit de getters et de setters, donc vous avez une seule méthode. C'est bon? Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est bon? Je peux passer?
J'ai enrichi aussi le cours de la semaine passée par des exemples, d'accord? Surtout dans le point de, Madame, oui, تقدري تعطينا exemple على l'application de Downcast. oui, justement, j'ai modifié à ce niveau-là de Upcast et de Downcast. Alors, la séance a été programmée à 14 heures, non? Je trouve les retardataires bzaf. Alors, oui, alors regardez, j'ai ajouté ici quelques exemples en ce qui concerne la conversion des arguments. D'accord? Donc, par exemple, cet exemple-là, ainsi que celui-là. Par exemple, regardez, par exemple, si je prends cet exemple-là, enfin, je commence par celui-là. Je commence par celui-là. Par exemple, regardez, j'ai la classe A, d'accord? Dans la classe A, j'ai une méthode qui s'appelle identité. Elle permet d'afficher ce message-là, objet de type A. Ensuite, j'ai la classe B qui hérite de A. Et j'ai la classe application qui contient, par exemple, le programme principal. Donc, dans cette application-là, regardez, j'ai static void f a petit a de type grand A. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que comment je pourrais utiliser cette méthode f? On fait appel seulement à la classe ap.f. Pourquoi? Parce que f, c'est une méthode statique. Donc, c'est-à-dire que je pourrais, comme la méthode f est statique, donc je pourrais accéder à cette méthode-là en utilisant seulement le nom de la classe, sans avoir besoin de créer un objet de type application. Est-ce que c'est clair, ce point-là? في les séances passées de cours. Si j'ai une méthode statique, ça veut dire quoi une méthode statique? La classe, la seule, la classe اللي عندها la méthode هي pas capable d'utiliser la méthode. ماشي هي برك mais Le nom de la classe. pardon? On ne peut pas la redéfinir. De la dans le nom de la classe. On peut pas? On peut pas quoi? La redéfinir. Avec final. Avec final. Final, c'est-à-dire s'il s'agit d'un attribut final, donc c'est un constant. S'il s'agit d'une méthode final, donc on peut pas la redéfinir. Par contre, statique, non. Une méthode statique, ça veut dire que nous pouvons accéder à cette méthode-là en utilisant le nom de la classe qui porte cette méthode. Ça veut dire ici, pour pouvoir accéder à f ou dire app.f de quelque chose. Qui m'a la méthode main. Donc, public static void main. Donc, main, c'est une méthode statique. Donc, je peux accéder à la méthode main en utilisant seulement le nom de la classe qui porte la méthode main. D'accord? Oh, ok, de rien. Alors, j'ai la méthode, ici, la méthode f. Regardez. J'ai quoi comme paramètre dans la méthode f? Un seul paramètre. Un objet A. Un objet A, très bien, très bien. Donc, un objet de type A, très bien. Ensuite, regardez, j'ai petit a point identité. Ça veut dire? On utilise la méthode d'identité de la classe A, non? Voilà, c'est ça. Ça veut dire, avec l'objet petit a, je dois appeler la méthode identité de la classe A. Alors, après avoir créé le main, ainsi de suite, j'ai déclaré petit a et j'ai déclaré petit b. Alors, est-ce que
application.f de A, c'est correct. Oui, Oui, pourquoi? parce que dans l'application APP, on définit une méthode la variable qui accepte un seul argument de type A. Très bien, très bien. Ça veut dire, comme j'ai déclaré le petit a avec le type grand A, donc f de A accepte ce type-là. Maintenant, application.f de B, est-ce que c'est correct? Oui, Pourquoi? parce que le type, Oui, c'est ça. Pardon, parce que? parce que madame, type, La classe B extend de Oui, A, alors on peut... Très bien, très bien. Ça veut dire que le B hérite de A. Voilà. Ça veut dire que le B hérite de A. Ça veut dire que je peux utiliser F, si vous voulez, de A. D'accord? Et quel est le message qui sera affiché? Toujours le message qui se trouve dans la méthode identité. Objet A. Très bien, très bien, très bien. Donc, est-ce que c'est clair pour cet exemple-là? madame, Oui? en app.fp, polymorphisme, Pardon, APP? point F de B. Non, regardez, هنايا, nous avons une méthode non surdéfinie et non redéfinie. Ça veut dire ici, regardez, j'ai profité de l'héritage seulement. On n'a pas de polymorphisme ici. Regardez, j'ai A où j'ai utilisé le constructeur de A, le B, j'ai utilisé le constructeur de P. Maintenant, j'ai appelé F de B. Et comme B hérite de A, donc je pourrais utiliser F de A. Lors de l'appel, madame, A est de type grand A. On donnera un type Le A, oui, 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 le A est de type grand A, oui. donc عندنا la notion de polymorphisme. Non, هنايا عندنا le, si vous voulez, on a utilisé le upcast. واش قلنا le, Podcast. oui, قلنا Ça, c'est le polymorphisme, madame. oui, oui, si vous voulez, voilà, voilà, il est par défaut, c'est-à-dire, هذاك le upcast se fait d'une manière implicitement, c'est-à-dire, c'est Java qui est responsable de faire ce mécanisme-là de upcast. D'accord? Par contre, dans le downcast, non. Dans le downcast, c'est explicite. Là, c'est à nous de, si vous voulez, préciser comment je pourrais changer le type. D'accord? D'accord, oui. Ok. Nous avons un deuxième exemple. Ici, nous avons une méthode non surdéfinie, mais une méthode redéfinie. Donc, regardez, nous avons identité qui affiche le objet de type A dans la classe A, et nous avons la méthode identité qui a été redéfinie dans la classe B, donc objet de type B. Donc, avec la même manière, je déclare petit a et petit b. Donc, application.f de A, elle va afficher quoi? Un objet de type A. Un objet de type A, ça veut dire j'ai fait un appel à la méthode Classe A. de la classe A. Maintenant, application.f de B, alors il va afficher quoi? Objet de type B. Voilà, ça veut dire il va utiliser la méthode identité de la classe B. Très bien, très bien. Alors regardez, si je veux compliquer les choses. Donc pour un résumé, donc cet exemple montre que comme dans les situations
d'affectation, la conversion implicite d'un type dérivé dans un type de base n'est pas dégradante puisque grâce au polymorphisme, c'est bien le type de l'objet référencé qui intervient. Ça veut dire dans le cas où la méthode F est surdéfinie, il y a encore des règles plus compliquées lors de la conversion implicite du type de paramètres. Ça veut dire que c'est un exemple très simple. Donc, on n'a pas vraiment des complexités pour modifier le type. Par contre, s'il s'agit de, de, des méthodes surdéfinies, le compilateur a de plusieurs choix. Ça veut dire que au moment de compilation, il n'y a pas d'erreur, donc c'est faisable, mais au moment de l'exécution, il y a de plusieurs choix. Alors, qui ما يعرفش شكون هو le choix اللي خيره هنا تجينا une erreur à l'exécution. Est-ce que c'est clair la différence entre l'erreur à la compilation et l'erreur à l'exécution? Oui. D'accord. Je vous donne un autre exemple où nous avons une méthode surdéfinie. Donc, regardez. Donc, c'est le même principe. Donc, j'ai une classe A et j'ai une classe B qui hérite de A. Donc, regardez, j'ai une méthode F qui a été surdéfinie. Très bien. Donc, nous avons déclaré petit a de type A, petit b de type B et n de type int et x de type float. D'accord? Ensuite, donc notre application, notre classe principale, elle s'appelle utile. Donc, dire utile.f de nb. Est-ce qu'il y a donc j'ai quoi? J'aurais quoi comme résultat? F int n b. Très bien, c'est-à-dire la première méthode de f. Oui. Oui, parce que le premier argument, c'est un entier, et le deuxième argument, c'est un objet de type B. C'est-à-dire, je vais appeler la première méthode. Ensuite, utile.f de x et a. La deuxième méthode. Donc, la deuxième, très bien. Donc, le premier argument, c'est float, et le deuxième argument, c'est un objet de type A. Maintenant, le troisième appel, donc utile.f de na. Erreur de compilation. Pardon? Utile de f de na. Erreur de compilation. Première méthode. Oui, ici en Java, il va faire le cast. Il va faire le cast d'une manière implicite. Ça veut dire il va changer quoi? L'objet B par l'objet 1. D'abord, il va changer le int vers le float. Ça veut dire, s'il s'agit de 5 par exemple, on va faire 5,0. Oui ou non? Oui. Oui. Pourquoi pas? Parce que ici, j'ai le n. Et il va garder le a. Ça veut dire, il va utiliser la deuxième méthode. Oui ou non? Madame, pourquoi elle ne fait pas l'inverse? Exactement. Est-ce que c'est possible de faire l'inverse? Oui. Donc, il va Non. changer quoi? Non, madame. Très bien, très bien, très bien. Donc, il ne peut pas changer le type de A vers le B. Parce que هذا c'est le downcast. اللي سقسيت ندرك على le downcast. هذا le Java ما يقدرش يديرو implicitement. Il est explicitement. C'est le downcast. Mademoiselle qui a posé la question sur un exemple sur l'explicitement. Est-ce que c'est clair sur le downcast? Oui, mais وقتاش نابليكيوه؟ نابليكيوه حنايا selon le besoin. Mais il sera fait explicitement. Si vous avez besoin de forcer un objet en utilisant le downcast, donc vous pouvez l'utiliser. Est-ce que c'est clair?
C'est bon? Oui. D'accord, d'accord. Alors pour le deuxième exemple, nous avons une seule, ou bien nous avons un seul choix de changement de type. Donc, est-ce que j'aurai une erreur ici? Est-ce que j'aurai une erreur ici? Dans la troisième, on doit Dans la troisième toujours, oui. يديرها implicitement madame. ما يبقاش. Et voilà, donc il dirait implicitement, ça veut dire que pas d'erreur à la compilation et au moment de l'exécution aussi pas d'erreur à l'exécution. Pourquoi? Parce que un seul choix. Donc il va caster le int vers le float. C'est bon? علاش le int vers le float madame؟ علاش ماشي le b vers le a؟ On peut la faire parce que le b hérite de a. Regardez. Non, بصح راهي مكتوبة conversion de b en a. Attendez. Regardez. هنايا pour la troisième ou pour la quatrième? La dernière. Oui, je suis dans la dernière maintenant. Maintenant, utile.f de xb, donc il va faire quoi? Le b dans a. Il va? Deuxième. Faire la deuxième méthode. Il va, oui, donc non, il va travailler avec la première f ou bien avec la deuxième f? La deuxième F. Avec la deuxième f, voilà, c'est ça. Et ici, si on change le b vers le a, donc, Appel de f float a. oui, non, le changement هذا, est-ce qu'il est implicite ou bien explicite? Implicite. Implicite, voilà, c'est bien ça. Donc, j'ai un seul choix, donc j'aurai pas une erreur à la compilation. Est-ce que c'est clair? Madame, et pourquoi il n'appelle pas la première? parce que ما يقدرش يبدل الفلوت vers le int. Ça nécessite une conversion explicite. Explicite, c'est ça. Parce que la conversion implicite من int le float, c'est faisable. Si j'ai par exemple 5, هيدير 5,0. Mais l'inverse, ce n'est pas implicite. D'accord. Il vous faut un cast. Oui? Madame, pour le troisième exemple, pourquoi la conversion de n vers le float? On peut utiliser l'objet A puisque Non, mademoiselle, هذاك c'est le downcast, ماشي le upcast. Pour passer de A à B, c'est le downcast. Et le downcast, ماهوش implicite, c'est explicite. Donc, ما يقدرش يشوازيسي ما يقدرش يبدل de B à A d'une manière de A à B d'une manière implicite. Parce que, voilà, donc on est ici dans le downcast et le downcast, c'est explicite. Madame, mais un objet de type B et encore un objet de type A. Oui, d'une manière implicite, parce qu'on est dans le upcast. Non. Ok, d'accord. Donc, un autre exemple. Donc, c'est les mêmes méthodes. Donc, petit a, petit b, int float, int n et float x. Donc, nous avons donc f de na. Quelle est la méthode? La première. La première f. Ok. Pour le deuxième appel, f de xb. La deuxième, très bien. Pour la troisième, f de nb. La première. La deuxième. La première. La première. La deuxième et la première. Quoi? Ça veut dire, regardez, هنايا, j'ai utile.f de nb. Le n, il est int. Oui ou non? Oui.
Donc, comme le n, il est int, je pourrais utiliser la première et la deuxième. Oui ou non? صح بي Attendez. Oui, بصح Et pour le B, et pour le B, نقدر نستعمل la première et la deuxième également. باش يستعمل انا وهذا Le B avec le bon B et avec le A, c'est implicitement. Comme le B hérite Pardon? Oui, c'est vrai, oui. D'accord? Ça veut dire عنده deux possibilités. يقدر يستعمل le A, la première, يقدر يستعمل la deuxième en utilisant le upcast. Ça veut dire d'une manière implicite. Pardon? ما يكونفيليش على جال لونغ Exactement, exactement. Même chose pour la troisième. Pour la quatrième, pardon. Donc, j'ai f de xa. Donc, x, c'est float. Attendez. non madame Oui. Oui. Donc, ni l'un ni l'autre. Oui. Ni l'un ni l'autre. Regardez, pour la troisième, quelle est l'erreur? Donc, j'ai une erreur dans quel niveau? Pour la troisième. Une erreur dans quel niveau? des paramètres. Non, non. دركا عندنا soit une erreur à la compilation, soit une erreur à l'exécution. À l'exécution. Très bien. Très bien, très bien. Donc, pour la troisième, on a une erreur à l'exécution. Donc, je vais corriger ici. Il y a une erreur à la compilation. Pourquoi une erreur à l'exécution? Parce que au niveau de compilation, pour le compilateur, c'est bon. Je pourrais utiliser la méthode F. Ça marche. Mais au moment de l'exécution, هنايا non. هنايا لازم هو اللي يخير وش من la méthode, la première ou la deuxième. Qui يلقى روحو في un cas de multi-choix, هنايا il va générer une erreur à l'exécution. Est-ce que c'est bon ce point-là? C'est bon? Je passe? Allô? لازم يكون un choix واحد madame, un seul choix. Voilà. Au moment de l'exécution, يلزم يكون عنده un seul choix pour pouvoir exécuter l'instruction. Ok. Maintenant pour la quatrième, comme au moment de la compilation, عنده deux choix, donc on aura une erreur de compilation. Ça veut dire, pardon, comme on n'a pas de choix, ça veut dire la première F, ça ne marche pas avec cet appel, la deuxième F, ça ne marche pas avec le même appel. Donc au moment de la compilation, il n'y a pas de choix, donc le compilateur va générer une erreur à la compilation. Est-ce que c'est clair? Il ne va pas convertir le int vers le float. ويخدم بلا première. وكيفاش le x راهو float. Donc le x راهو float. عنده possibility باش يخدم غير بلا deuxième. ما يقدرش من float يروح للint implicitement. D'accord? Ensuite كي يروح للA, الA ما يقدرش يبدل من A للB implicitement. Parce que on est dans le downcast. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, j'ai enrichi cette partie-là parce que je trouve la fois passée, vous avez posé beaucoup de questions en ce qui concerne ce point-là. Alors, j'ai ajouté quelques exemples pour des éventuelles explications. Donc, est-ce que c'est clair? C'est bon? D'accord. Donc, Hadouma, c'est les mêmes exemples de la dernière fois. D'accord. J'ai fait même un autre... Madame. Oui? نسيت حددت كلاس ماث وكلاس في Oui. ونسيت نستعمل الداونكاست وما بغاش يمشي. Le? زعما حبيت نستخدم زعما نشد اوبجي دو لا كلاس في Ouais.
de la classe mère وندير له داون كاست ونجبد اتريبيو من لا كلاس Oui, mais est-ce que vous avez respecté, est-ce que vous avez respecté la syntaxe? Parce que regardez, il faut ajouter le type هنايا. Ça veut dire, regardez qui fâche. Par exemple, voir cet exemple-là. Vous avez la variable P de type. شفت في هذاك ليكزامبل Oui, non, ça marche. Et il faut forcer le P d'être point call. Ça veut dire, il faut forcer l'objet de la classe mère d'avoir le type de sa classe fille. Entre parenthèses. Madame, même si on fait une référence à un point call, Pardon? même si la référence. Oui, avec la référence, exactement. Après avoir référencé, oui, après avoir référencé, on doit ajouter le type. Non, ça marche, mademoiselle. Je ne sais pas si j'ai des exemples ici. مانيش حابة نضيع على الوقت. Attendez, peut-être واقيل عندي هنايا في diapo. مانيش حابة نضيع الوقت parce qu'on a rien fait jusqu'à maintenant. راهي presque 3. Bon, je vais faire l'exemple, ce qu'il répond. Bon, j'ai ici la classe personne. La classe personne, je suis à une méthode parlée. Donc, il y a un message, cette personne parle. Ensuite, j'ai 2 classes, la première adulte et la deuxième enfant, qui héritent de personne. Donc, j'ai une redéfinition. Regardez, au niveau d'Eclipse, la redéfinition des méthodes, il y a le symbole, si vous voulez, override. Ça veut dire pour vous informer que vous êtes en train de redéfinir la méthode parlée. Donc, dans parler, cet adulte parle et dans enfant, cet enfant parle. Ensuite, ici, j'ai utilisé une collection de données. Donc, j'ai utilisé la collection qui s'appelle ArrayList. Donc, on va voir un chapitre spécial pour les collections. Donc, ArrayList, c'est quoi? Donc, si vous voulez, c'est une liste dynamique. Ça veut dire vous déclarez au début la liste. Ensuite, au fur et à mesure, vous ajoutez les cases de votre liste. Donc, regardez. Pour pouvoir utiliser ArrayList, vous devez importer le package qui contient la classe ArrayList. Donc, dans la méthode main, qu'est-ce qu'on a? Donc, regardez, j'ai déclaré ArrayList qui s'appelle P. De quel type? Personne. D'accord. Ensuite, regardez, qui dit P.A de new adulte? Ça veut dire quoi? J'ai ajouté une nouvelle, si vous voulez, une nouvelle case dans votre liste. De quel type? Adulte. Ensuite, pour la deuxième case, de type adulte, ensuite enfant, ensuite adulte. Ça veut dire que le type général de la classe ArrayList, c'est personne. Ensuite, dans cette classe-là, ou bien dans cette liste-là, je pourrais ajouter soit des personnes, soit soit des adultes, soit des enfants. Ensuite, pour for heading, je vais afficher le contenu de votre liste en utilisant personne.parler. Ça veut dire je vais accéder à la méthode parler. Maintenant, quelle méthode sera utilisée dans chaque case? Ça dépend de le type de Très bien, ça dépend واش من la classe في راني. Donc normalement هنايا on va afficher cet adulte, ensuite cet enfant, ensuite cet adulte. Ça veut dire que j'ai adulte, enfant, adulte. Ça veut dire je vais accéder
à la méthode redéfinie dans chaque classe phi pour pouvoir afficher le message. Est-ce que c'est clair pour cet exemple? Donc, hada, c'est le polymorphisme où nous avons utilisé des listes, par exemple. مادام هذا ما فيهش داون كاست. Oui, هذا هنايا l'exemple هذا ما فيهش downcast. Mais regardez, إذا كفاني الوقت, si je termine le cours, normalement j'ai des exercices sur mon Eclipse. D'accord? مدام باتينا نسير التيدي ولا الصورة. شكون نتوما quelle section A ولا B? B. D'accord, إن شاء الله. ياك راكم ديروا في لو تي بي البي كامل راهم يديروا. ماشي كاع كاين جروب اللي راهم افونسيين مليح حنا ماناش افونسيين. وين كان جروب في جروب 3 سون افونسيين. et le groupe 1 et 2 مازال في لاسيري 1 حلو منها واقيلا 2 زيكزامبل. يسمى مازال ما دخلتوش l'encapsulation. انا في سكانر نورمال. D'accord. Et pour la section A, pour les groupes 3 et 4. Eclipse مازال ما حديناش. شكون هذوما 3 et 4؟ ماشي 3 ولا 4. Attendez pour أنا كيما البي نورمال. attendez pour les groupes 3 et 4. وش درتو؟ وي مادام. est-ce que لحقتوا l'encapsulation ولا مازال؟ وصلنا ليكزارسيس تاع ميساج. D'accord, مع très. ليكتور. جروب 1 مازال كاع ما درناش تيدي. Oui, regardez le groupe 1 et 2. Normalement, j'ai parlé avec l'assistant de TP de groupe 3 et 4, de la même section. Et normalement, il va vous prendre en charge. D'accord? Merci madame. De rien, je vous en prie. Donc, est-ce que c'est possible de les prendre en charge? Donc, il a accepté. Est-ce que درتوا un TP en ligne ولا نتوما عندكم le jeudi? درنا مادام. شكون la section. D'accord, ok. Donc, vous avez déjà fait un TP en ligne. Oui madame. Peut-être que le groupe 1 et 2, peut-être, il dit comme redoit Inch'Allah, une séance. Sinon, c'est à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah. D'accord? Inch'Allah. Ok. Alors, en ce qui concerne le downcast, c'est-à-dire que qu'il y a si vous voulez, une opération, d'accord, qui vous permet de savoir est-ce que vous pouvez utiliser un certain type pour un certain objet. Ça veut dire que nous pouvons tester la possibilité de faire le downcasting ou non. C'est-à-dire que vous avez un objet et vous voulez faire le downcast vers un certain type. On a une instruction, si vous voulez, qui permet de vérifier est-ce que ce downcasting est bon ou non. Alors, laquelle, c'est instance of. Par exemple, si vous utilisez P, espace, instance of, espace point, ça veut dire que cette instruction va retourner true si P effectivement de type point et false sinon. Donc, ça veut dire, avant de faire le downcasting, de préférence, tester l'objet avec le type demandé. Si cette instruction retourne un true, donc vous terminez votre travail. Sinon, il faut voir une autre transformation de type. Est-ce que c'est clair en ce qui concerne instance of? C'est bon? C'est bon? Donc, on a vu déjà...
D'accord, donc on a vu déjà la classe object. Donc c'est une classe qui contient, ou bien c'est la classe mère de toutes les classes Java, d'accord? Et elle contient plusieurs méthodes, parmi lesquelles on a la méthode toString. Donc cette méthode-là fournit une chaîne contenant le nom de la classe à laquelle appartient l'objet ainsi que l'adresse de l'objet en hexadécimal. Ça veut dire si vous utilisez cette méthode toString de la classe object, elle permet de retourner la classe de votre objet ainsi que son adresse en hexadécimal. Par exemple, si nous prenons cet exemple-là, donc nous avons P, c'est un objet de type point, d'accord? On a utilisé le constructeur, pardon, un instant, s'il vous plaît. Par exemple, regardez, j'ai déclaré et créé un objet qui s'appelle P de type point. Donc, si j'appelle la fonction toString en utilisant l'objet P, donc on aura comme résultat point, ça veut dire le type de l'objet P et l'adresse en hexadécimal de cet objet P dans la mémoire. Est-ce que c'est clair? Ouais. D'accord. Nous pouvons utiliser toString aussi pour l'affichage d'un message. Par exemple, nous voulons afficher la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe. Donc, on va redéfinir la méthode toString dans une classe, d'accord? Et on va retourner seulement ce que nous voulons afficher. Ça veut dire ici, au lieu d'utiliser system.out.println, on va redéfinir la méthode toString de la classe object. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Madame, Oui? il peut utiliser les parenthèses, il peut utiliser les accolades. Pardon? Qui, par exemple, source, par exemple, Eclipse, qui est une source, qui est une méthode, par exemple, automatiquement, string to string. Hein? Et après, par exemple, quelle est les arguments, etc. Mais après, c'est le vecteur, on place les parenthèses, il y a accolade. Par exemple, accolade R égale place R et I égale place. هذه quelle syntaxe? وين في بلاصة les parenthèses dire accolade? Donc quelle syntaxe? string là, chaque Eclipse عنده Non, ça dépend. Ça dépend واش راك حاب تافيشي. Par exemple, أنا هنايا راني حابة نافيشي les parenthèses ouvrantes, la partie réelle, virgule, la partie imaginaire et parenthèse fermante. Ça dépend ce que vous voulez afficher. وديروا حنا في return. Les messages يكونوا entre guillemets et les valeurs des variables يكونوا نزيدو place ونكتبوا le nom de la variable qui contient une certaine valeur.
D'accord, merci. D'accord? Ok. مادام لا ميثود تو سترينغ واش حدير هنايا؟ هنايا elle va jouer le rôle de system.out.println. C'est-à-dire elle va كيفاش شحال نديرو لها مدرسة؟ non non هنا c'est-à-dire que toString نقدروا نخدموا بها avec deux façons. Soit par exemple كي دير un objet point toString. Ça veut dire elle va afficher le type de l'objet avec l'adresse mémoire de l'objet. Est-ce que c'est clair? وي Oui. Et تقدر تستعمل بها ou bien تقدر دير لها la redéfinition. Ça veut dire que هذه toString elle a été définie comme ça dans la classe object. Ça veut dire elle permet de retourner la classe de l'objet ainsi que l'adresse mémoire. C'est bon pour l'instant. Oui. Maintenant, n'importe quelle classe Java, c'est-à-dire que pour votre programme, vous pouvez redéfinir cette méthode toString. Pourquoi? Parce qu'elle retourne un string. وحنايا واش نديرو لها نديروها comme si on va afficher quelque chose avec cette méthode là. Ça veut dire au lieu d'utiliser هنايا system.out.println ce message là, on va utiliser toString qui permet de retourner un string. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Nous avons aussi la méthode equals. Donc, on a déjà vu cette méthode-là. C'est une méthode qui se trouve dans la classe object qui permet de retourner un vrai si deux objets sont égaux et un faux dans le cas contraire. Nous avons aussi la méthode getClass qui permet de retourner le nom de la classe. Ça veut dire que dire un objet.getClass, elle va retourner le nom de la classe de cet objet-là. Donc, avec la même manière, donc le polymorphisme peut s'appliquer à des tableaux d'objets. Donc, si B dérive de A, donc un tableau d'objets de B est compatible avec un tableau d'objets de A. Ça veut dire que nous pouvons utiliser les polymorphismes dans les tableaux également. Voilà, donc nous avons vu cet exemple-là de polymorphisme avec les tableaux. Voilà, donc on a terminé avec les polymorphismes. Maintenant, on va passer à un autre concept en POO qui est la classe abstraite. Oui? Il y a une question? Est-ce que POO كاين Oui? Oui. Oui, est-ce qu'on peut... Est-ce que عندنا étude Non, cours, on a un cours et un TP seulement. ou l'examen كاين examen écrit. Oui. Vous avez un examen, vous avez... Pardon? Pardon, mademoiselle? كيفاش نديرو examen L'examen, c'est على حسب واش قريتو في الكور. L'examen, c'est على حسب واش قريتو في الكور. عندكم ان تي بي دوكا لو تي بي chaque chargé de TP كيفاش يخدم. كاين اللي يدير un TP test, كاين اللي يمد un projet à noter, ça dépend. Ça dépend de votre chargé de TP. Pour moi, je suis le chargé de cours, donc l'examen sera واش قرينا في الكور. D'accord? Alors, pour les classes abstraites, donc pour les classes abstraites, donc c'est un autre concept important. Oui? Vous pouvez répéter هذيك تاع downcast, la condition. Quelle condition? هذيك تاع est-ce qu'on peut faire le downcast ou pas? وين؟ مانيش
celle-là. وين Non, on هذه déjà dépassé. Oui. Oui, قلنا هذه instance of, c'est une instruction qui permet de retourner un true si un objet peut être utilisé à un certain type. Ça veut dire que par exemple, vous avez un objet et vous voulez réaliser un downcast vers un autre type. Donc, vous utilisez if p instance of point. Ça veut dire il va retourner un true si p peut avoir le type point et un false si p ne peut avoir le type point. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok. قرأ أونلي هكا خلاص عليك. Alors, pour les classes abstraites, on souhaite disposer d'une hiérarchie de classes permettant de manipuler des figures géométriques. Donc, on veut qu'il soit toujours possible d'étendre la hiérarchie en décrivant de nouvelles classes, mais on souhaite pouvoir imposer que ces dernières disposent toujours des méthodes suivantes, ça veut dire afficher et rotation. Ça veut dire que, par exemple, dans les classes abstraites, donc on va commencer par un exemple. Supposons que je veux construire une hiérarchie, d'accord, des figures géométriques. Et la hiérarchie hadouma, ou bien les figures hadouma, je vais ajouter ces figures-là au fur et à mesure. Et je veux que chaque figure, ou bien chaque sous-classe, contient les deux méthodes, afficher et rotation. Donc, une classe abstraite, c'est une classe qui ne peut pas être instanciée. Elle ne peut servir que de classe de base pour être dérivée. Ça veut dire, j'ai une classe abstraite. Dans la classe abstraite, je ne peux pas instancier cette classe abstraite. Ça veut dire que je ne peux pas créer des objets de cette classe. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Une classe exactement. Qu'est-ce qu'on a une classe abstract, donc je ne peux pas créer un objet de cette classe-là. Donc elle sert à quoi? Elle sert pour une classe de base pour être dérivée. Ça veut dire pour créer des classes phi à partir de cette classe abstraite-là. Donc pour la syntaxe, donc nous avons le mot-clé abstract. D'accord? Classe A. Ça veut dire que A, c'est une classe abstraite. Je ne peux pas créer des objets pour cette classe-là. Donc, dans une classe abstraite, on trouve des méthodes et des champs, mais aussi des méthodes dites abstraites, c'est-à-dire des méthodes dont on fournit uniquement la signature ainsi que le type de retour. Ça veut dire que dans une classe abstraite, je peux trouver des attributs, je peux trouver des méthodes. Maintenant, pour les méthodes, je peux trouver des méthodes d'une manière normale, et je peux trouver des méthodes dites abstraites. Comment je présente les méthodes abstraites? C'est avec la signature de la méthode, le type de retour, le mot-clé abstract et point virgule. Ça veut dire on n'a pas le corps de la méthode dans la classe abstraite. Est-ce que c'est clair? C'est bon jusqu'à maintenant? ومادام كنديروا ميثود ابستراكت كيف ما تقدرش تستعملها تما Non, كي نديرو هنايا méthode abstract في la classe abstract. Maintenant les classes phi qui héritent de cette classe abstract, واش يديروا la redéfinition de cette méthode là.
Est-ce que c'est clair? Oui. Ça veut dire que la classe abstraite, نحطوا برك la signature. Ça veut dire des méthodes abstraites. On va dans les classes phi qui héritent de cette classe abstraite, on va redéfinir cette méthode-là. Ça veut dire on va donner un corps pour chaque méthode. Donc, je répète, dans une classe abstraite, je ne peux pas créer des objets de cette classe-là. Dans une classe abstraite, je trouve des attributs, je trouve des méthodes d'une manière normale et je trouve des méthodes abstraites. Donc, je dois utiliser le mot-clé abstract pour les méthodes abstraites et les classes abstraites. Et pour les méthodes abstraites, donc on a seulement la signature, le mot-clé abstract, le type de retour qui se termine par point-virgule seulement. Donc on va pas définir la méthode dans la classe abstraite. La méthode abstraite, je parle seulement. Alors, une classe qui comporte une ou plusieurs méthodes abstraites est abstraite, même si on n'indique pas le mot-clé abstract à sa déclaration. Et de ce fait, elle ne sera pas instantiable, ne comporte pas de constructeur. Ça veut dire que, imaginons que, par exemple, ici, j'ai une méthode abstracte dans la classe A, mais ما عنديش هاد le mot-clé abstract. ما عنديش. Est-ce que هاد la classe elle est abstracte ou non? Oui. Oui, donc elle est abstracte. Pourquoi? Parce qu'elle contient une méthode abstracte. C'est-à-dire que la classe abstracte, même si ما عندناش le mot-clé abstract قدامها باللي elle est abstracte, mais elle contient une méthode abstracte, donc elle est forcément abstracte, même si on n'a pas déclaré qu'elle est abstracte. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui. D'accord. D'accord. Donc, une méthode abstraite. Madame, et pour la méthode? Oui, je vais. Oui, pour la. D'accord. Donc, une méthode abstraite doit obligatoirement être déclarée public, puisqu'elle est destinée à être redéfinie dans une classe dérivée. Ça veut dire les classes abstraites, ils sont forcément public, mais ils حاجة أخرى. Pourquoi? Parce que dans la classe abstraite, on a seulement la signature. Donc, on doit la redéfinir dans la classe phi. Donc, elle doit être public dans la classe abstraite. Donc, Madame, oui, Madame, et pour l'utiliser à la classe abstraite, comment? on va voir. Donc, nous avons une classe dérivée d'une classe abstracte n'est pas obligée de redéfinir toutes les méthodes abstraites de sa classe de base et peut même m'en définir aucune et restera abstraite elle-même. Ça veut dire que les classes dérivées, supposons que j'ai 4 méthodes abstraites dans la classe abstraite. Et dans la classe phi, je peux redéfinir seulement 2 méthodes abstraites. Ça veut dire ce n'est pas obligatoirement de redéfinir toutes les classes ou bien toutes les méthodes abstraites qui se trouvent dans la classe abstraite. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, et dans ce cas-là, notre classe dérivée est considérée abstraite aussi. Non, elle sera considérée abstraite si elle ne redéfinit aucune méthode. هنايا تكون abstraite. Mais si elle redéfinit au moins une méthode, elle ne sera pas abstraite. D'accord. D'accord? Donc, une classe dérivée d'une classe non abstraite peut être déclarée abstraite et ou bien elle peut contenir des méthodes abstraites. Ça veut dire, par exemple, j'ai une classe qui hérite d'une classe non abstraite. Je pourrais créer cette classe phi comme étant une classe abstraite. D'accord? Madame, donc la classe dérivée, elle est abstraite et elle contient aucune méthode de redéfinir. Voilà, de la classe mère abstraite, c'est ça. Donc, elle restera abstraite. Pardon? كان دير لي ميثود تاعها سي بروبر ميثود اللي ما كانش في لا كلاس ماب.
Et elles sont des méthodes abstraites. دير des méthodes جدد. Oui, Mais non, abstraites. mais non, regardez, généralement, des nouvelles méthodes, oui, normalement, elle ne sera pas abstraite. Mais généralement, l'abstraction, c'est quoi? Ça veut dire, j'ai une classe abstraite, بعد les classes filles, كامل راهم رايحين يكونوا avec le même moule de la classe abstraite. Et on va redéfinir les méthodes. وهما ماشي abstraites يعني يكونوا دي ميم مول هما ماشي abstraites. Oui, mais يقدروا يكونوا des classes dérivées abstraites dans le cas où on ne redéfinit pas. C'est-à-dire que dans le cas où une classe phi ne redéfinit aucune méthode qui se trouve dans la classe abstraite mère, donc cette classe phi restera abstraite. D'accord. D'accord? Oui. Ok. Alors, pour disposer d'une hiérarchie, donc on revient à notre exemple qu'on a déjà commencé. Donc, pour disposer d'une hiérarchie de classes permettant de manipuler des figures géométriques, il suffit d'appliquer les règles de définition d'une classe abstraite. On place les en-têtes des méthodes qu'on souhaite voir redéfinies dans les classes dérivées en leur associant le mot-clé abstract. Ça veut dire que notre classe, elle s'appelle figure. Est-ce que Hadi figure, c'est une classe abstracte ou non? Oui, parce qu'elle contient des méthodes abstraites. Très bien. Parce qu'elle contient au moins une seule méthode abstraite. Malgré que on n'a pas déclaré qu'elle est une classe abstraite. Ça veut dire هنايا abstract class figure. نقدروا نستعملوا abstract class figure ou bien carrément class figure. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. D'accord. Donc, les classes phi de la hiérarchie de la classe figure seront alors simplement définies comme classes dérivées de figure et elles devront définir les méthodes affichées et rotation. Ça veut dire que ici, on va utiliser l'héritage d'une manière normale. J'ai une classe triangle extends figure. Ça veut dire la classe triangle, c'est une classe phi qui hérite de la classe figure. Alors, dans la classe triangle, je peux redéfinir les deux méthodes à la fois, ou bien une seule méthode. Mais si je ne redéfinis aucune méthode, donc triangle, je te l'ai une classe abstraite. Très bien. Donc, les classes abstraites facilitent la conception orientée objet car elles permettent de placer dans une classe, comme la classe figure, toutes les fonctionnalités dont doivent disposer toutes ces descendantes. Ça veut dire que, si vous voulez, la classe abstraite, elle permet de réaliser un moule, d'accord? Un moule, vraiment un moule commun entre toutes les classes descendantes. Ensuite, soit sous forme complète de méthodes non abstraites et de champs privés ou non communs à toutes les classes, soit sous forme d'interfaces de méthodes abstraites dont on est sûr qu'elles existeront dans toutes les classes dérivées. Donc, nous avons deux façons. Alors, d'une manière générale, en orienté objet, donc nous avons la notion des classes abstraites. Donc, une classe abstraite, c'est une classe qui contient des méthodes et des champs. Elle peut contenir des méthodes normales et des méthodes abstraites. Pour les méthodes abstraites, donc, on trouve seulement la signature, le mot-clé abstract et le type de retour et qui se termine par point-virgule dans la classe abstraite. Donc, ensuite, on retrouve sa redéfinition dans la classe dérivée. Donc, les classes dérivées doivent
doivent redéfinir au moins une méthode abstraite de la classe mère. Si une classe dérivée ne redéfinit aucune méthode, donc elle est également une classe abstraite. Donc, est-ce que c'est clair pour les classes abstraites? C'est bon, c'est clair? C'est bon. Ok. Maintenant, en Java, nous avons une autre notion qui s'appelle interface et implémentation. D'accord? Interface et implémentation. Donc, on va commencer par le concept d'interface. Donc, si on considère une classe abstraite, ça veut dire les interfaces ont une relation avec, c'est-à-dire les interfaces, si vous voulez, complètent les classes abstraites. D'accord? Donc, si on considère une classe abstraite, n'implémentant aucune méthode et aucun champ, hormis des constantes. Ça veut dire, j'ai une classe abstraite, mais وشنو ما فيهاش les méthodes وما فيهاش c'est-à-dire ما ديش l'implémentation des méthodes وما فيهاش des champs. عندها برك des constantes. هنا on est dans une interface. هنا تولي une interface ماشي une classe abstraite. Donc, une interface définit les en-têtes d'un certain nombre de méthodes ainsi que des constantes. Donc, c'est quoi la différence entre interface et classe abstraite? Classe abstraite, يكونوا فيها des attributs, des méthodes. Très bien. Très bien. Donc, la classe abstraite, يكونوا فيها des attributs, يكونوا فيها des méthodes abstraites, ويكونوا فيها des méthodes normales. L'interface, non. L'interface, يكونوا فيها des constants seulement, ويكونوا فيها des méthodes abstraites seulement. Est-ce que c'est clair? Dans les signatures des méthodes ou la... Voilà. La signature de méthode, c'est ça. Donc, une interface définit les en-têtes d'un certain nombre de méthodes ainsi que des constantes. Donc, la notion d'interface est plus riche. Donc, la notion d'interface est plus riche que celle de la classe abstraite. Donc, une classe peut implémenter plusieurs interfaces alors qu'une classe ne peut dériver que d'une seule classe abstraite. Donc, la notation d'interface se superpose à celle de dérivation et ne la remplace pas. Les interfaces peuvent se dériver, c'est-à-dire nous pouvons trouver une relation d'héritage entre les interfaces. On peut utiliser les variables de type interface, c'est-à-dire ici nous pouvons instancier une interface, donc c'est le contraire avec les classes abstraites. On définit une interface comme on définit une classe d'une manière normale en remplaçant le mot-clé classe par interface. C'est-à-dire que, regardez ici, j'ai une interface qui s'appelle i en majuscule. Donc, on a public interface i. La déclaration des classes, on a public class, par exemple, personne. Mais non. Public interface i. Les méthodes d'une interface sont toutes abstraites et publiques. Il n'est donc pas obligatoirement de le mentionner. Ça veut dire que ici, dans une interface, on trouve les constants et on trouve des méthodes abstraites. Mais comme par défaut, on est obligé de trouver seulement les méthodes abstraites, donc ici, on peut ne pas déclarer le mot-clé abstract dans les méthodes. Ça veut dire carrément void, f, int, n et point virgule. Donc, elle est public obligatoirement et elle est abstract obligatoirement. Donc, les deux mots-clés public et abstract sont facultatifs. Est-ce que c'est clair? Dans tous les cas, la méthode, elle est obligatoirement public et elle est obligatoirement abstract. Est-ce que c'est clair pour les interfaces? Ça, c'est quoi l'intérêt maintenant? On va voir. C'est presque le même intérêt
des classes abstraites. Donc, on va réaliser une relation d'héritage entre les interfaces. Alors, une classe peut implémenter une interface. Ça veut dire que vous avez une interface qui contient des méthodes. Alors, les classes peuvent implémenter des interfaces. Ça veut dire il y a des méthodes qui se trouvent dans une interface. Je dois implémenter cette interface par ma classe. Alors, je vais redéfinir les méthodes qui se trouvent dans cette interface-là. C'est-à-dire que l'interface a des méthodes, les entités des méthodes واجدين. À mon côté, je vais seulement faire la redéfinition de ces méthodes-là. Est-ce que c'est clair l'intérêt? Ça veut dire quoi l'implémentation? Implémentation, bon, nous avons en Java le mot-clé implements. Implémentation, ça veut dire, si vous voulez, la classe A utilise les méthodes de l'interface I. Qui ont le classe A implements I. Ça veut dire, je vais implémenter. Implémenter, ça veut dire, si vous voulez, exécuter. Si vous voulez, voilà, exécuter. Exécuter ou bien utiliser l'interface I. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire en Java, la relation entre classe et interface, c'est implement. Qui m'a un extends qui permet d'hériter, implement qui permet l'utilisation d'une interface par une classe. Ça veut dire implémenter les méthodes qui se trouvent dans l'interface I. C'est bon? Oui. Ok. Donc, nous avons la classe, par exemple, A, implements I. Donc, implement, c'est un mot-clé qui permet d'implémenter l'interface I par la classe Java, par la classe A. Donc, A doit redéfinir les méthodes de I, sinon erreur à la compilation. Ça veut dire la classe A doit redéfinir toutes les méthodes qui se trouvent dans la classe I, même si تخليهم فارغين. Ça veut dire, par exemple, qu'il y a 4 méthodes dans la classe A, dans l'interface I. Et la classe A, elle a besoin, par exemple, seulement de deux méthodes qui se trouvent dans l'interface I. La classe A, elle est obligée de redéfinir toutes les méthodes. Alors, واش دير les deux méthodes اللي تحتاجهم دير لهم la redéfinition كيما تحتاج و les autres méthodes نعاودو نكتبوهم برك ونخلوهم فارغين. Mais on doit les redéfinir, sinon on aura une erreur à la compilation. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok, donc une classe en Java peut implémenter plusieurs interfaces. Ça veut dire, où je connais l'héritage. L'héritage multiple en Java est interdit. Oui, une classe Java ما تقدرش دير l'héritation ou bien ما تقدرش دير pardon l'héritage de plusieurs classes. Par contre, une classe Java peut réaliser l'implémentation en même temps de plusieurs interfaces. Par exemple, regardez, j'ai public interface I qui contient la méthode F et public interface I2 I1 et I2 qui contient la méthode G. Donc la classe A implémente I1 et I2 à la fois. Ça veut dire elle va utiliser les méthodes qui se trouvent dans I1 et les méthodes qui se trouvent dans I2. Donc la classe A, elle doit définir obligatoirement, ou bien quelles sont les méthodes que la classe A doit les définir d'une manière obligatoirement. F et G, ça veut dire toutes les méthodes qui se trouvent dans I1 et toutes les méthodes qui se trouvent dans I2. Donc, supposons que la méthode G est présente de deux façons différentes dans l'interface I1 et l'interface I2. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Une surdéfinition.
Donc واش عندنا void G. Est-ce que هذه sur définition? Non, on est sur définition et redéfinition. Très bien. Donc هذه ماهيش sur définition. Pourquoi? Parce que le type de retour est différent. Donc ici, حنايا واش عندنا comme condition? Une classe A, si elle va implémenter l'interface I1 et l'interface I2, واش لازم دير? Elle doit redéfinir Les méthodes toutes les méthodes qui se trouvent dans les deux classes. Très bien. Maintenant, supposons que dans I1 عندي void G ou dans I2 عندي int G. واش يصرى في la classe A? Une erreur. Ce sera une erreur, très bien, parce que on n'a pas respecté les règles de redéfinition ou bien les règles de surcharge. هذه ماهيش redéfinition ou ماهيش surcharge. Pourquoi? Parce que ici on a bon عندنا G, le même nom de méthode. On n'a pas d'argument dans les deux méthodes, mais on a un type de retour différent. Ça veut dire qu'on n'a pas respecté la redéfinition, donc on aura une erreur de compilation au sein de la classe A. Est-ce que c'est clair cet exemple-là? C'est clair? Oui, ok. Donc il est possible de définir des variables de type interface, ça veut dire on peut instancier les interfaces. Donc nous avons public interface I. Bon, nous pouvons instancier une interface. Par exemple, j'ai petit i, c'est une référence à un objet d'une classe qui implémente l'interface I. Donc j'ai classe A implements I. Alors, petit i new A. Est-ce que c'est correct ici? Oui. Pourquoi? Ça, c'est comme un upcast. Comme le? Upcast. Pourquoi? Parce que le A, très bien, parce que le A implémente I. Comme le A implémente I, ça veut dire les instances de I ont un type de la classe A. Voilà, donc c'est implicite, implicitement. D'accord? مادام داون كاست والاب كاست يكونوا في هيريتاج هنا اي و ا ما عندهمش ريلاسيون ديريتاج. كيفاش؟ دوك قلت لنا الاب كاست هنايا في الاي بصح ما عندهمش اون ريلاسيون ديريتاج. Non, l'implémentation, c'est... L'implémentation est تشبه l'héritage. Ça veut dire la classe A, ماشي héritage, mais la classe A va implémenter les méthodes qui se trouvent dans I. Lorsque je déclare un objet de type interface, donc cet objet en Java, شوف هذاك l'objet de l'interface, je fais comme si une référence à un objet d'une classe qui implémente cette interface-là. Ça veut dire implicitement, Java, il utilise l'objet de l'interface comme si une référence à un objet d'une classe. Ça veut dire il est implicitement. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok. Alors, voici un exemple. Donc, le mot-clé implements est une garantie de la part d'une classe d'implémenter toutes les méthodes proposées dans une interface. Elle est totalement indépendante de l'héritage. Donc, une classe dérivée peut implémenter une ou plusieurs interfaces. Ça veut dire qu'on a, dans une classe, nous pouvons implémenter plusieurs interfaces. Par exemple, vous avez l'interface I qui contient deux méthodes F et J qui ne retournent rien.
et la méthode F possède un argument de type int. Vous avez l'interface I, vous avez deux autres interfaces, I1 et I2. D'accord. Ensuite, oui, c'est un autre exemple, oui. Alors, oui, ok, merci. Alors, on est dans le premier exemple. Donc, vous avez une interface qui s'appelle I, qui contient deux méthodes, F et J. Vous avez une classe qui s'appelle A, et vous avez une classe B qui hérite de A et implémente I. Ça veut dire que la classe B hérite de A et implémente l'interface I. Donc, les deux méthodes F et J doivent être soit déjà définies dans A, soit définies dans B. En tout cas, les méthodes F et J doivent être définies, que ce soit dans A ou là dans B. Lorsqu'on travaille avec B, on doit retrouver F et le G, soit à partir de la classe B, soit à partir de la classe A. Est-ce que c'est clair? D'accord. Pour le deuxième exemple, vous avez deux interfaces et vous avez une classe A qui implémente la première interface seulement. Et vous avez la classe B qui hérite de A et qui implémente I2. D'accord? Ça veut dire, vous pouvez trouver une relation d'héritage et chaque classe, elle peut implémenter une interface quelconque. Madame, Oui? j'ai pas bien compris la différence entre la classe et l'interface. Bon, la classe. Dans les classes, on n'a pas l'héritage multiple. D'accord? L'interface, elle contient uniquement la signature et le type de retour des méthodes, ainsi que les constants. Donc, une classe peut implémenter une ou plusieurs interfaces. Ça veut dire quoi implémenter une ou plusieurs interfaces? Ça veut dire elle va définir les méthodes qui se trouvent dans les interfaces, elle va les définir dans sa classe. Ok, d'accord. D'accord? Ça veut dire que une classe, ça veut dire que l'instanciation d'une classe, un objet. Un objet a un comportement, a des valeurs pour des attributs, a des méthodes, ainsi de suite. Par contre, une interface, non. Interface, ماهيش رايحة تعطيك un objet qui possède un comportement. L'interface, c'est comme si un moule qui contient un certain nombre de méthodes. Et nous avons un certain ensemble de classes qui peuvent être utilisées, les méthodes qui se trouvent ou bien qui ont besoin d'utiliser l'ensemble des méthodes qui se trouvent dans une interface I. Si vous voulez, une interface, c'est un conteneur d'un certain type de méthode. Voilà. Par contre, un objet, non. Un objet, ou bien une classe, non. Une classe, elle permet de créer des objets. C'est l'ensemble d'un certain objet, ainsi que la communication entre ces objets-là, représente un programme orienté objet. Est-ce que c'est clair? Madame, Oui? Madame, dans l'exemple de la classe B, peut utiliser les méthodes de l'interface I1. Oui, la classe, lorsque la classe B implémente I1. Non, l'exemple de la classe B extends de A implement I2. Ouais. La classe B peut utiliser les méthodes de l'interface I1. Elle peut les utiliser par l'héritage. Ça veut dire que B va hériter les méthodes définies dans A. فانت لازم ديفينيو في الA. Voilà. 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 ومن بعد نقدر نخدم بهم في الB. D'accord.
D'accord? Parce que comme la classe A implémente I1, donc la classe A, elle est obligée de définir toutes les méthodes qui se trouvent dans I1. Sinon, elle sera, ou bien, sinon, on aura une erreur à la compilation. Ça veut dire, elle doit définir obligatoirement les méthodes qui se trouvent dans I1. Ensuite, la classe B peut utiliser les méthodes définies dans A telle qu'elle est, ou bien elle peut redéfinir les méthodes de A. Est-ce que c'est clair? Oui, C'est madame. bon? Ok. Donc, on peut définir une interface comme étant dérivée d'une autre interface, mais pas d'une classe. Donc, en utilisant le mot-clé extends, la dérivation d'interface revient simplement à concaténer les déclarations et n'est pas aussi riche que celle des classes. Ça veut dire que nous avons une relation d'héritage entre les interfaces. Donc, par exemple, vous avez l'interface I1 qui contient l'attribut ou bien qui contient le constant maxi avec la valeur 100 et elle contient la méthode f. L'interface I2 extends I1. Ça veut dire l'interface I2 hérite de I1. Ensuite, vous avez, vous avez le constant mini avec la valeur 10 et vous avez la méthode J. Donc, la méthode I2 va hériter obligatoirement toutes les constantes qui se trouvent dans I1 et toutes les méthodes qui se trouvent dans I1. Ça veut dire ما عندهاش le choix تخير واش تدي واش ما تديش كيما في l'héritage des classes. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire هنايا regardez l'équivalent est que interface I2 راهم عندها les deux constants et les deux méthodes. C'est bon? Donc vous avez une Pardon? Je répète? Non, ici, ça veut dire I2. Oui. Ah non, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ok. Donc, hérite tous les méthodes et les constants. Quand on implémente I2, on doit les redéfinir tous. Voilà, lorsqu'on implémente I2, on doit redéfinir, ou bien on doit définir F et J, et on va utiliser le mini et maxi. D'accord? Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Alors, une interface peut dériver de plusieurs interfaces, donc l'héritage multiple est autorisé pour les interfaces. Par contre, l'héritage multiple n'est pas autorisé dans les classes. Ça veut dire, regardez, vous avez l'interface I1, vous avez l'interface I2, et l'interface I3 hérite de I1 et I2. Donc, la même chose, dans l'interface I3, elle doit hériter obligatoirement le F et le F1, de I1 et I2 respectivement. Donc, est-ce que c'est clair en ce qui concerne les principes des interfaces en Java? Avant de passer à un exemple. C'est clair? Ok. Donc, en Java, nous avons l'interface qui s'appelle comparable. Donc, l'interface comparable de Java consiste en une seule méthode et pas de constante. Donc, l'interface comparable n'a pas de variable ou bien n'a pas de constante et elle contient seulement une seule méthode qui s'appelle compare_to. Elle retourne un entier et elle prend comme argument un objet qui compare l'objet à un objet de type T. Par exemple, A.compare_to B retourne un entier négatif si l'objet A est plus petit que B, 0 si les deux objets sont égaux, et un antipositif si l'objet A est plus grand que l'objet B. Par exemple, vous avez le mot bonjour, point, compare_to, bonsoir. Donc, normalement, quelle est la valeur retournée?
0. Pourquoi? Bonjour est égal à bonsoir. Ah non, C'est 1, madame, 1. Pourquoi 1? ما عندناش 1 عندنا une valeur positive عندنا une valeur négative وعندنا un 0. bonjour est plus, bonsoir est plus, bonjour plus grand que bonsoir parce que J plus grand. Très bien. Bon, donc le B est égal à B, le O est égal à O, le N est égal à N, mais J avec S, non. Donc nous avons A, B, C, D, E, F, J. Donc le J est plus petit que le S. Donc là, on aura une valeur négative qui sera retournée parce que le premier objet est plus petit que l'objet qui se trouve comme argument. Donc, une classe implémente l'interface comparable si ces objets peuvent être ordonnés selon un ordre particulier. C'est bien évidemment. C'est-à-dire que si j'ai une classe, elle veut implémenter la classe comparable, d'accord? Donc, elle doit obligatoirement contenir des objets qui peuvent être ordonnés. Par exemple, la classe string implémente comparable. Pourquoi? Parce que les chaînes de caractères peuvent être ordonnées selon l'ordre alphabétique. Vous avez des classes numériques comme integer et double, implémentent ou bien peuvent implémenter la classe ou bien l'interface comparable parce que les nombres peuvent être ordonnés selon un ordre numérique. Alors, je prends cet exemple-là d'une classe qui implémente l'interface comparable. Alors regardez, on vous demande de créer une classe compte en banque munie d'un seul attribut solde et définissez l'égalité de deux objets de type compte en banque de telle manière qu'elles sont vérifiées dès lors que les deux soldes sont égaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quel est le nom de notre classe? Compte en banque. D'accord. Elle contient quoi comme attribut? L'attribut? Un seul attribut. Un seul attribut qui s'appelle solde. D'accord. Et on veut faire quoi? Comparé avec la masse. On compare quoi avec quoi? Deux comptes bancaires, deux comptes en banque. Très bien. Deux comptes en banque. Donc, on doit comparer les deux comptes en banque et on va afficher s'ils sont égaux. Oui. Oui. Alors, regardez, la classe, elle s'appelle classe compte en banque. Implémente quoi? L'interface comparable. Pourquoi on va implémenter l'interface comparable? Parce que l'interface comparable, elle a une méthode compare. Très bien. Donc, l'interface comparable possède la méthode compare-tout qui permet, donc, cette méthode, elle compare quoi? Les deux objets. Très bien. Elle compare deux objets entre eux. D'accord. Donc, est-ce que nous pouvons utiliser cette méthode-là pour comparer les deux comptes bancaires? Oui, pourquoi? Madame, parce que l'attribut solde est comparable. Voilà. Parce que l'attribut solde, son type c'est float et nous pouvons comparer deux floats entre eux, pour savoir quel est le compte qui est, ou bien pour savoir si les deux comptes sont égaux ou non, n'est-ce pas? Madame, si on avait plusieurs attributs, comment il va procéder? Comment? Par exemple, un solde, je sais pas, quelque chose de type string, Ça dépend. Donc, ça dépend l'exercice. Donc, dès qu'on a plusieurs attributs, par exemple, solde, nom, prénom, date de naissance, ainsi de suite. Là, on veut comparer les deux comptes par rapport au solde. Donc, on va comparer les valeurs de solde. Je parle de la méthode comparable. Est-ce qu'elle compare champ par champ ou bien un seul champ? Non, elle compare les objets.
Donc, ça dépend les objets. Par exemple, s'il s'agit d'un objet qui m'a un objet de type string. Donc, elle va comparer lettre par lettre. حتى من تكمل l'objet complet. Si elle est en train de comparer des floats, donc dire soit supérieur, soit inférieur. Donc, pardon? Voilà. Donc ça dépend le type. Donc, il y a des types qui sont comparables entre eux. Donc, on peut appliquer cette méthode-là. Ou qu'il y a des objets, non, ne sont pas comparables entre eux. Donc, on peut pas utiliser cette méthode-là. Ok, d'accord. Donc, nous avons l'attribut qui s'appelle solde, de type float, et qui est private. Donc, ici, nous avons utilisé quel concept? Le concept de l'encapsulation. Alors, on va utiliser les getters et les setters de solde. Donc, get solde va retourner un float, elle est public, donc return solde. Et cette solde va prendre comme paramètre un float, d'accord? Et ce float-là sera affecté à l'attribut solde. Et elle ne retourne rien. Ensuite, on va définir la méthode. Quelle méthode? Compare tout. De quelle interface? Comparable. Donc, regardez, vous avez public, int, c'est-à-dire elle va retourner un entier, soit 0, soit une valeur positive, soit une valeur négative. Ensuite, elle prend comme argument, elle prend quoi comme argument ici? L'objet CMP, de type objet. Très bien. Regardez, c'est quoi la classe object? C'est la classe mère de toutes les classes. Très bien. Ça veut dire, par exemple, si je veux travailler avec un objet dans un moment donné, وانا ما رانيش عارفه son propre type. Je fais quoi? Je vais le déclarer comme étant un objet, comme étant comme étant un objet de type object. Ensuite, كي نولي نعرف c'est quoi le type réel, je vais faire je vais faire quoi? Très bien, je vais faire le downcast. D'accord? Regardez, كيما هنايا. Mademoiselle, اللي سقساتني على le downcast وقتاش نقدر نستعمله. Regardez, ici dans la liste des arguments de la méthode compare tout. Supposons هنايا ou bien l'objet compte هذا مانيش عارفة c'est quoi son type. Alors je fais quoi? Je lui donne le type object. Ensuite, dans la suite, je dois faire le downcast. Ça veut dire au lieu d'avoir object, je dois affecter le type de la classe fille adéquate pour l'objet count. Alors je fais quoi? Ici هنايا عندي le downcast. Donc c'est bon هنايا j'ai forcé CPM d'être un objet de quel type? Oui, peut-être انت هنا ما مشاتلكش parce que vous avez utilisé une méthode هنايا وما درتيش les double parenthèses parce que هكذاك ما تمشيلك c'est faux. Sans هادوما les parenthèses اللي راهم قبل point. Donc vous aurez une erreur. Mademoiselle ما عارفه اذا مازالت هنا ولا راحت. Vous êtes toujours là. Ok, بالك راحت. Donc alors l'attribut, enfin j'ai déclaré un attribut ici qui s'appelle solde2. Il est de type float qui est égal à l'objet .getSold. Ça veut dire solde2 contient quoi? La valeur count.
Le solde, très bien, il contient le solde de compte qu'on veut, Le comparer avec l'objet. le compte qu'on veut le comparer avec l'objet qu'on est. Ça veut dire qui نقول هنايا if this point solde supérieur à solde 2. Ça veut dire que je suis en train de comparer quoi? Le solde de l'objet, de l'objet avec un solde de L'autre objet Très avec bien, le très solde. bien. Ça veut dire que je suis en train de comparer le solde de l'objet courant avec un autre solde. Donc, si le solde courant est supérieur au solde 2, donc أنا قلت له return 1. S'il est inférieur, return moins 1. S'ils sont égaux, je retourne un 0. Ensuite, dans un programme principal, je vais quoi? Je vais comparer ou bien je vais vérifier la valeur retournée. S'il s'agit d'un 1, s'il s'agit d'un moins 1, c'est-à-dire la valeur retournée par qui? par la méthode. Très bien, par la méthode compare tout. Ça veut dire dans un moment donné, dans mon programme principal, je vais vérifier la valeur retournée par compare tout. Si compare tout retourne un 1, c'est-à-dire que le premier compte est supérieur au deuxième, ou bien si je suis intéressé seulement à l'égalité, je vais vérifier si compare tout égale à 0, tout court. Alors, est-ce que c'est clair en ce qui concerne, bon, هنايا, on a regroupé le downcast avec l'utilisation des interfaces. Madame, Oui, une petite question. oui, On était obligé de faire le downcast avant de appeler la fonction getSolve. pardon, On ne oui, pouvait pas directement l'appeler sur un compte I de type object. ici. Oui, bien sûr, pour pouvoir accéder à la méthode getSolved. Et on pouvait l'accéder sans le downcaster en un compte en banque. Par l'objet carrément. Oui, en utilisant le polymorphisme. Normalement, on aura une erreur, normalement, hein. C'est-à-dire, on fait même pas le downcast et on accède à la méthode getSolved par compte en tant que type object, c'est ça? Oui, parce que si dans cette fonction, on va downcaster notre argument. Oui, en mais un non, compte en on banque, est dans le downcast. directement comparer Regardez, compte en ici, banque. on est dans le downcast. Si on était dans l'inverse, oui. نقول لك. Ça veut dire un objet de n'importe quelle classe peut accéder aux attributs de la classe object. Mais l'inverse, non. L'inverse, on doit faire le downcast. Oui, d'accord. D'accord? Ça veut dire هنايا رانا في l'inverse ما راناش في l'héritage. Ça veut dire un objet de la classe object, il ne peut pas hériter les choses ou bien les attributs qui se trouvent dans une autre classe. Il faut faire le downcast explicitement. Oui. D'accord? Ok. Madame, Oui? on peut faire le downcast avant d'accéder à la méthode compare tout et après on fait l'objet CMP de type. Oui, regardez, هنايا, nous pouvons carrément déclarer un objet de type compte en banque sans utiliser le type object. D'accord? On fait le downcast avant Comment? d'accéder à la méthode. Non, regardez, قلت لك هنايا في les paramètres de la méthode compare tout. كنا قادرين carrément on déclare un objet de type compte en banque sans utiliser object. D'accord.
d'accord. Mais هنايا on a ajouté le type object seulement باش نوريلكم كيفاش نخدموا بلو downcast. D'accord? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? C'est bon, ça arrête là. Pardon? Oui, oui, كاين برك un exercice et on va s'arrêter. Parce qu'il y a un cours maintenant. Ah, d'accord. Bon, donc, l'exercice, donc c'est la même chose. Donc, des classes qui implémentent des interfaces. Vous avez UML. UML, c'est quoi? Donc, UML, c'est un langage unifié pour la modélisation. Il contient plusieurs diagrammes pour modéliser une application Java. Donc, pour nous, on s'intéresse seulement à un diagramme qui s'appelle diagramme de classe. Donc, c'est quoi un diagramme de classe? Donc, c'est un ensemble de classes qui interagissent entre eux par des relations. Donc, voici de quoi il s'agit une classe. Donc, au début, on a le nom de la classe. D'accord? Ensuite, on a la liste des attributs avec leur type. Et enfin, nous avons la liste des méthodes. Donc, قدام chaque attribut et chaque méthode, comme le symbole moins s'il est privé, le symbole plus s'il est public, le symbole dièse s'il est protected et rien s'il est par défaut. Ça veut dire هذه c'est une visualisation si vous voulez des classes pour un programme Java. Regardez comment on présente l'héritage. Ça veut dire qu'on a deux classes, personne et chat, héritent de la classe object. Ça veut dire des flèches vers le haut. Des flèches vers le haut. Ça veut dire object, c'est la classe mère. Et personne et chat, ce sont des classes filles. Donc, regardez comment on fait la relation de classe qui implémente une interface. Donc, regardez, هنا عندكم هذه l'interface qui s'appelle modifiable. Donc, فيها min et max de constant. Et فيها une méthode qui s'appelle zoomer. Donc, pour pouvoir présenter en utilisant UML que la classe AA implémente l'interface modifiable, donc, عندكم une flèche pointée comme ça. D'accord? Ou c'est l'héritage. Ça veut dire la classe AA hérite de A. D'accord? Est-ce que c'est clair? Madame, Oui? madame, في la page précédente, كيفاش كنا حنا في تيب بليس ولينا في تيب موا قلتينا ما نقدروش نهبطو من وين؟ هذه لا باج. Non, راهم كامل public. Les méthodes. راهم كامل plus public. قلنا le symbole plus, ça veut dire sont public. Ah oui, D'accord? Voilà. oui. Voilà. Donc, وليت privé madame. وش بيهم؟ كانت بلاس هذيك تو string ولات هذيك méthode. To string, c'est une méthode. عندك object, c'est le nom de la classe. وين la partie gris, c'est la partie des attributs. ومن بعد تحتها عندك la partie des méthodes qui s'appelle une classe est divisée par trois champs. Le nom, la liste des attributs et la liste des méthodes. هذه c'est une méthode, ماشي un attribut. Ah oui, d'accord madame. Ok, de rien. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, on a terminé avec les interfaces. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Très bien. Alors, je vais vous envoyer la dernière version de cours Hadi. Ok? Et je vous remercie pour votre attention. Madame, Oui? s'il vous plaît, vous pouvez nous envoyer les enregistrements? Oui, Inch'Allah. Donc, je vais vous envoyer le lien parce que les enregistrements sont très volumineux. D'accord?